cet entretien, vous l'avez vu, met au cœur du débat une question absolument centrale, qui est celle de la mise en œuvre et l'implémentation de la santé durable, et plus largement de l'implication citoyenne dans cette question. Et cette thématique avait été discutée lors de la conférence APIS de l'année dernière, sous la notion de Living Lab, et la professeure Francesca Bosisio de l'HEIGVD va tout de suite nous livrer les résultats provisoires des travaux qu'elle a menés depuis lors. En effet, elle va nous présenter les résultats préliminaires d'un projet qui vise à investiguer les conditions de faisabilité d'un Living Lab ou maison du mieux vivre à Yverdon-les-Bains et des indicateurs de son impact. Alors Francesca Bosisio est titulaire d'un doctorat en psychologie de la santé et professeure ordinaire à la HEIGVD. Elle est responsable du groupe de compétences système de santé et management. Elle a une expérience de plusieurs années dans la gestion de projets stratégiques pour le compte du CHUV, de la Direction générale de la santé de l'Université de Lausanne. Et ses sujets de prédilection sont la décision partagée et la gouvernance participative en matière de santé, la prévention et l'anticipation en lien avec la santé, la fin de vie et la mort, et la manière dont la technologie change notre rapport au corps. Professeur, la scène est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette opportunité de vous parler de nos recherches préliminaires. Effectivement, comme l'a dit Quentin, je suis là pour vous livrer quelques résultats d'une recherche que nous avons commencée en juin de cette année et qui fait très bien le lien avec ce qui vient d'être présenté par M. Marchand dans le cadre de l'entretien entre M. Marchand et M. Després. Tout d'abord, je voudrais remercier, c'est moi qui est là aujourd'hui sur le podium, mais en fait, cette recherche ne serait pas possible sans la contribution des collaborateurs de recherche, et notamment Nina Canova, donc qui me seconde dans ce travail et que je remercie vraiment beaucoup de son soutien. La santé durable a été définie tout à l'heure par Quentin de manière un tout petit peu plus élaborée que je le fais sur cette diapositive, comme un esprit sain dans un corps sain sur une planète en santé. Et dans ce contexte, les cafés du savoir et les conférences APIS ont mis en évidence déjà par le passé la volonté de la population yverdonnoise et du réseau APIS lui-même de développer un Living Lab en santé durable ou une maison de la santé et du bien-vivre. Donc c'est dans ce contexte qu'en tant que HEIGVD, donc on a apporté nos compétences académiques et on a soumis un petit projet, on a soumis plusieurs dans les faits, mais on a obtenu celui-là, qui était dans le but de développer de redéfinir un petit peu les conditions de faisabilité de ce Living Lab aux maisons de la santé durable et de définir quelques indicateurs d'impact qui nous permettraient de comprendre si ce type de démarche est vraiment efficace dans le but de promouvoir une santé durable. Donc un Living Lab, vous le savez déjà peut-être, mais je vais peut-être le redire, vous m'excuserez, donc regroupe généralement des acteurs du public, du privé, des associations, des autorités politiques, d'autres partenaires publics, sociaux ou associatifs, avec l'objectif de développer de l'innovation qui est socialement pertinente. Donc, généralement, les partenaires académiques, comme la HEIGVD ce jour, sont là un petit peu pour soutenir avec des outils méthodologiques ces élaborations. Donc, vous voyez ici sur le schéma, les activités d'un Living Lab sont vraiment la co-création, l'exploration, l'expérimentation et l'évaluation, et tout cela grâce à des méthodes qui sont prouvées scientifiquement. Pourquoi les Living Labs sont aussi à la mode, quelque part? C'est parce que je vous ai mis une définition en anglais qui dit « Living Labs are an enabler of collaborative public value creation by creating an authorizing environment for this, building operational capacity through co-creation and innovation and defining public value ». Cela veut dire à peu près les Living Labs ont une valeur publique puisqu'ils permettent de créer les conditions pour définir qu'est-ce qu'il y a de la valeur publique. Donc nous nous sommes lancés dans ce projet dont les objectifs étaient, dans un premier temps, de cartographier les besoins, les envies en termes d'engagement des personnes qui avaient auparavant manifesté dans le cadre des conférences APIS et des cafés du savoir une volonté de participer à la création d'une maison de la santé durable et du mieux vivre à Yverdon-les-Bains. Donc nous avons réalisé environ 10 entretiens avec des personnes, des associations, des élus, etc. d'Yverdon-les-Bains.
Nous avons ensuite procédé à une revue de portée de la littérature, donc qu'on appelle en terminologie technique une scoping review, pour définir les indicateurs d'impact en Living Lab en santé durable. Et nous avons complété ça. Vous verrez, les scoping reviews, ils ont certaines particularités pour lesquelles on a ressenti comme une nécessité de réaliser encore 4 ou 5 entretiens avec des experts en matière de démarche participative et démocratie sanitaire des Living Lab. Donc, pourquoi finalement on a complété, donc pourquoi cette partie qualitative? Pardon, il y a encore un point qui est, je voulais vous dire, donc le déroulement, comme j'ai dit avant, c'est de juin à février 2023. Donc pourquoi nous avons mis sur pied ce dispositif? C'est parce que le processus compte tout aussi que les résultats. Donc M. Marchand et M. Després l'ont dit dans la vidéo qui a précédé. Donc les Living Labs sont un outil de démocratie sanitaire et surtout c'est un dispositif apprenant et d'appartenance, ils ont ajouté. Donc, les personnes qui participent à ce type de démarche, donc on a mis en place, qui est une manière pour nous de se mettre peut-être à l'ouvrage sur le métier en matière de Living Lab, vont recommencer à se mettre dans une logique de co-construction en matière de santé durable. Donc, les résultats préliminaires que je peux vous livrer aujourd'hui sont que la santé durable est apparue comme un concept qui est un peu abstrait et qui a des interprétations qui sont un petit peu variables en fonction des interlocuteurs qu'on sollicite. Donc, nous avons entendu, grosso modo, parler de santé durable ou de santé globale comme un synonyme de santé durable, c'est-à-dire une santé globale, c'est-à-dire qui coordonne à la fois cet aspect physique, mais aussi mental et spirituel. Donc la santé durable serait en ligne avec un petit peu la définition de l'OMS, un état de bien-être physique, psychique et spirituel. Il y a cette notion d'accès à la santé. Donc on a envie que notre système de santé soit durable en termes de coûts pour permettre l'accès pour toutes et tous à la santé. Et puis, la notion d'écologie est arrivée un tout petit peu plus tard, comme étant quelque chose qui est certes apprivoisé, mais pas forcément vu d'emblée. Et souvent, il faut dire qu'on a dû pousser un petit peu la question auprès de nos interlocuteurs pour qu'ils puissent nous parler un petit peu de cette dimension de planète ou environnement en bonne santé. Malgré le fait que cela, on le sait tous, l'environnement est une variable, un déterminant psychosocial de la santé très important. La santé, sans l'adjectif durable, en revanche, est une préoccupation qui est largement partagée par les personnes que nous avons interviewées. Donc, il y a cette notion d'inclusivité, donc on doit créer les conditions pour que tout le monde puisse être en bonne santé, donc que ce soit via l'accès au système sanitaire, mais aussi via les compétences qu'on peut leur transférer pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge ou rester en bonne santé physique et mentale. Donc, il y a la notion de la littératie en matière de santé, et cette littératie, évidemment, elle est personnelle. Qu'est-ce que je sais, par exemple, sur la santé, comment je peux changer mes comportements, comment est-ce que je peux faire mieux en matière de santé, mais aussi communautaire et collective. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se soutient mutuellement dans le but d'améliorer notre santé et quels sont les mécanismes, finalement, qui nous permettent de réaliser cet objectif. Et de système de santé. En effet, il apparaît que le système de santé est devenu tellement compliqué qu'on ne sait plus tellement à qui s'adresser et pourquoi. Et ça, c'est un élément aussi qui ressort assez fortement. Il est aussi ressorti cette notion qu'il faut soutenir dans le temps la motivation et les actions visant à changer de comportement, à la fois sur le plan individuel, communautaire et collectif. Donc cette notion qu'il faut soutenir l'engagement dans la santé et la santé durable par extension. Donc, la notion de maison de la santé durable ou du mieux vivre à Yverdon-les-Bains est apparue dans ce contexte comme répondant peut-être à des images ou des représentations un peu différentes. Donc, on a des personnes qui nous ont parlé d'une maison réelle, vraiment avec des locaux et puis des endroits où se rencontrer et puis échanger, expérimenter. Il y en a aussi qui ont parlé du fait qu'elle peut être virtuelle, c'est-à-dire que tout lieu de rencontre au sujet de la santé dans lequel on peut, comme j'ai dit, explorer, expérimenter, peut être une maison de la santé durable dans l'esprit. Et on a aussi discuté souvent des notions, est-ce que c'est une maison de la santé durable ou un living lab qui doit être centralisé
pour toute la ville ou est-ce qu'il doit être imaginé par quartier ou par association ou par problématique. Donc il y a très clairement une configuration à penser autour de ces éléments. Il y a aussi l'idée que on n'a pas tout le temps de quoi expérimenter ou de quoi remplir une agenda personnel, collectif, communautaire ou politique. Et donc ce lien, ce Living Lab est créateur aussi de liens, comme on l'a dit, d'appartenance, et puis c'est un dispositif apprenant. Mais on doit tenir ce dispositif vivant par d'autres biais que celui du Living Lab, c'est-à-dire des activités de loisirs ou des activités qui permettent justement de maintenir vivant ce lien. Donc vous savez, là aussi, le lien social est l'autre grande déterminante psychosociale de la santé. Et ensuite, quand on est passé à demander les impacts, donc qu'est-ce qu'il vous intéresserait d'observer comme impact de ces lieux de rencontre et puis de ce Living Lab, les personnes étaient assez prises au dépourvu par la question. Il paraît assez difficile de se projeter dans la notion de qu'est-ce que ce type de dispositif doit permettre d'atteindre et comment on peut se mettre en condition d'évaluer, pas seulement quantitativement, mais aussi qualitativement les résultats de cette démarche. Je vous présente maintenant les résultats de la revue de portée de la littérature, donc avec Nina, comme je dis, qui m'a aussi secondée dans les entretiens, mais qui a réalisé vraiment une grande partie de la revue de la littérature. Donc nous avons examiné au total plus d'un millier d'articles. On a enlevé les doublons, on en a retenu 725, on a lu les abstracts, donc les résumés de 725 articles, on en a enlevé environ 650, et on en a retenu 74 qu'on a lu vraiment de manière complète, c'est-à-dire on a lu l'article lui-même ou la thèse ou le mémoire qui présentait ces résultats. On a exclu encore 53 articles et on a inclus dans cette revue de portée 21 articles. Qu'est-ce que nous retenons de là? Donc, c'est une espèce de système, pour le moment, de typologie d'indicateurs d'impact d'un Living Lab ou d'une maison de la santé durable, en tout cas d'une démarche participative dans le domaine de la santé. Donc, on a d'une part des impacts tangibles. Ces impacts tangibles sont par exemple des impacts sur les produits et les valeurs. J'ai fait quelques exemples qui reviennent un petit peu dans les articles que nous avons lus. Par exemple, c'est des nouveaux objets qui permettent de mieux répondre aux besoins des personnes, par exemple le maintien à domicile à plus long terme. Ça peut être développer des services ou des prestations qui correspondent davantage aux besoins des personnes, donc qui sont plus pertinents. Ça peut être de construire une espèce de convergence d'objectifs de ce à quoi la prestation ou le service doit répondre. Et ça doit être aussi l'idée de construire une espèce de convergence de valeurs, par exemple, sur qu'est-ce qui est important pour les bénéficiaires de cette prestation ou de ce service. Donc, il y a un autre indicateur dans ce contexte, c'est une meilleure capacité à collaborer ensemble. Donc, entre, comme j'ai dit, autorités politiques, services, prestataires, et puis citoyens et bénéficiaires de ces démarches. Nous avons ensuite un grand groupe, c'est l'impact sur les savoirs et les comportements individuels et collectifs. Là aussi, je vous ai présenté quelques exemples qui ne sont pas du tout exhaustifs, mais qui vous donnent une idée. C'est par exemple l'amélioration de la littératie en matière de santé. Ça peut être aussi en matière de médicaments ou de systèmes de santé. Ça peut être aussi le changement de normes comportementales dans un premier temps, et puis de normes sociales dans un deuxième temps. C'est-à-dire si dans mon quartier, il y a beaucoup de gens qui passent du temps le soir au parc, peut-être que ça devient petit à petit une norme de sortir et puis passer du bon temps dans le parc. Et il y a aussi cette notion d'engagement. Donc comment est-ce qu'on s'engage et comment on maintient l'engagement? Et on peut trouver aussi des indicateurs. On a aussi des impacts intangibles, donc qui sont plutôt sur les approches et les mentalités. J'avais déjà un petit peu mentionné avant, mais c'est par exemple une meilleure collaboration entre des services administratifs. Vous savez, comme nous tous, que souvent les prestations sont organisées en silos. Ce n'est pas facile de donner cette transversalité, mais on peut néanmoins collaborer sans une transversalité vraiment organisée. Ça peut être aussi une meilleure empathie pour les besoins des citoyens et les contraintes des personnes qui travaillent pour l'administration. Et comme j'ai dit, plus d'horizontalité, même si cela n'est pas forcément matérialisé dans une organisation ou un organigramme. Ensuite, on a des impacts sur les réseaux et les liens. Donc des changements, par exemple, dans la dynamique sociale, donc par exemple l'entraide, la solidarité.
Ça peut être la propension, par exemple, à la création d'actions sociales qui émergent des quartiers ou des citoyens eux-mêmes. Et tous ces impacts sont à la fois qualitatifs, enfin, on peut mesurer ces impacts à la fois de manière qualitative et quantitative. On peut aussi mesurer dans ce contexte ou évaluer à l'échelle de l'impact social, donc combien de personnes sont concernées par exemple, la portée spatiale, donc quel groupe, région, quartier ou service, et puis la temporalité de l'impact, c'est-à-dire la durée du changement ou de l'effet. Donc en conclusion, ce qu'on a observé à la suite de cette recherche, qui est toujours en cours, c'est que les conditions pour préserver la santé ne sont pas réunies pour toutes et tous, mais il y a une volonté vraiment de s'engager à Yverdon-les-Bains individuellement et collectivement pour améliorer cette situation. Le concept de santé durable revêt des sens différents en fonction de la personne interrogée, mais on voit vraiment très fortement une conviction diffusée que l'approche à la santé doit être globale et inclusive, et ça probablement sont des leviers motivationnels très importants. Et il y a certes une certaine difficulté à identifier qu'est-ce qui est attendu d'un living lab ou d'une maison du mieux vivre de la santé durable à Yverdon-les-Bains, mais il y a vraiment une grosse envie de réfléchir ensemble, donc poursuivre la réflexion commencée par le réseau APIS et les Cafés du Savoir à des actions concrètes en matière de santé durable. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Merci.